Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Éclair TV pour analyser l'actualité hebdomadaire dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle a été considérablement enrichie. C'est la raison pour laquelle nous analyserons d'abord les blocages, comment les interpréter, mais sont-ils la conséquence de quel processus? D'autre part, nous nous intéresserons aux propos pour le moins dubitatifs tenus par la presse nationale concernant l'annonce du docteur Henri Joseph, le laboratoire Phytobocase, qui a émis un certain nombre d'hypothèses. Enfin, nous nous intéresserons également au niveau national sur l'islamo-gauchisme, un terme utilisé par la ministre de l'Enseignement supérieur et qui a entraîné une véritable levée de bouclier au niveau national. S'agissant du premier sujet, relatif au blocage. Tout est parti de ce qu'on appelle les ATD, c'est les avis à tiers détenteurs. Ça veut dire que la sécurité sociale ou l'État, parce que les entreprises ne sont pas à jour de leur charge sociale pour la sécurité sociale et fiscale pour l'État, il y a des avis à tiers détenteurs qui visent à bloquer et à récupérer toutes les sommes qui sont transférées sur les comptes des entreprises. Autrement dit, il y avait déjà des difficultés liées à la COVID-19, mais bien antérieurement, actuellement, les entreprises se retrouvent dans une situation où leurs charges sociales et fiscales ont considérablement évolué. Et quelle est la conséquence quand on ne paie pas ces charges sociales et fiscales? Elles sont graves, en tout cas à 3 niveaux. La première, c'est que votre compte est bloqué et que toutes les sommes qui entrent sur ce compte sont automatiquement déjà amenées à être réorientées vers ce qu'on appelle vos créanciers, puisque vous êtes débiteur. Un exemple, la région a bien été aidée un certain nombre d'entreprises, mais si lorsque l'argent donné par la région au titre de l'aide arrive sur un compte sur lequel il y a un ATD, il est incontestable que cet argent sera récupéré par les créanciers. Deuxième conséquence, lorsqu'on ne paie pas ses charges sociales et fiscales, c'est que l'on ne peut pas soumissionner aux différents marchés, puisque une des conditions lorsqu'on postule pour un marché public, c'est justement d'avoir une attestation, d'être à jour de ses obligations. Donc, bon nombre d'entreprises ne sont pas en mesure de le faire. Enfin, l'État a mis en place, par exemple, les prêts garantis par l'État. Et quand le bilan a été publié le 15 janvier 2021, on constate qu'à la Guadeloupe, alors qu'il y a près de 80 000 entreprises, seules 4 180 entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l'État pour un total d'environ 649 millions d'euros. Ça veut donc dire que seuls 5% des entreprises locales ont pu bénéficier de ces aides. En réalité, les conditions qui ont été mises en place pour que ces aides soient attribuées, cela veut dire que 95% de nos entreprises, soit qu'elles n'en ont pas vu l'intérêt, mais à tort puisqu'il y avait cette possibilité, soit qu'elles n'avaient pas les moyens de pouvoir rembourser les prêts. Il y a pourtant eu un différement qui pourra aller dans certains secteurs jusqu'à 36 mois, soit tout simplement qu'ils ne payaient pas leurs charges sociales et fiscales. Et je rappelle qu'on peut comprendre qu'il y ait des difficultés pour le paiement des charges patronales, mais qu'on ne peut pas comprendre que ces charges, les charges salariales qui sont prélevées sur les salariés, ne soient pas directement versées à la sécurité sociale. D'ailleurs, du point de vue du droit, c'est un délit. Donc, compte tenu que les différents acteurs voyaient la situation s'assombrir au regard du contexte difficile, mais également des éléments chiffrés de leur bilan, ils ont décidé de se mobiliser et de barrer la rue. Quelle est la revendication principale? Bien évidemment, c'est l'annulation des dettes sociales et fiscales. Est-ce possible?
pour ma part, je vous avoue être extrêmement prudent. D'ailleurs, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a rappelé que cette annulation paraissait difficilement envisageable. Pourquoi? Souvent, les organisations syndicales se réfèrent sur la défiscalisation en disant mais ce qui a pu être fait dans le cadre de la défiscalisation pour alléger le coût du travail peut l'être également pour les charges sociales et fiscales. Ce sont deux choses bien différentes. La défiscalisation est programmée dans le cadre de la loi de finances. Lorsqu'il y a des allègements sociaux, programmés dans la loi spécifique à la sécurité sociale. Et donc, le budget est voté en équilibre, le budget annuel, en intégrant le fait qu'il y aura de toute façon un manque à gagner lié à la défiscalisation, c'est-à-dire que les entreprises de l'outre-mer paieront moins. Par contre, quand on demande l'annulation des charges sociales et fiscales, il faut savoir que le budget 2021 a prévu ces charges. Et là maintenant, deux cas de figure se posent à l'État. Soit qu'il dit, d'accord, nous annulons les charges sociales et fiscales sur 1 ou 2 ans, mais la conséquence, elle est tout simplement soit une accentuation du déséquilibre de la sécurité sociale ou des recettes fiscales, donc le trésor public, soit, deuxième cas de figure, que l'État de lui-même décide de sortir de l'argent et de compenser, ce qui me semble difficilement envisageable dans le contexte actuel. D'autant plus qu'il faut se méfier de l'effet boule de neige. Imaginez-vous que pour la Guadeloupe, il y a cette annulation. Tout le monde souffre. L'ensemble des Outre-mer demandera à bénéficier. L'ensemble des Outre-mer, c'est à peu près les 11 territoires, 900 000 salariés. Il y a à peu près 40 millions, un peu plus de 40 millions de salariés dans l'Hexagone. Ça veut dire que près de 1/40e des recettes prévues au niveau de la sécurité sociale ou au niveau des services fiscaux risquent d'être, en tout cas, en situation de non-recouvrement, donc de déséquilibre. Et plus grave, c'est que les entreprises françaises, fort logiquement, diront, mais attention, l'outre-mer, c'est la France, et ce qui se fait pour l'outre-mer ne peut pas être dérogatoire au nom des spécificités. Donc nous demandons également des dérogations dans le cadre du droit commun. Et il est incontestable que l'on rentre dans un processus qui sera difficilement contrôlable. Donc pour l'instant, ce qui a été acté, c'est que les ATD sont suspendus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les dettes dues ont été annulées. Cette annulation, à mon sens, interviendra difficilement. Tout au plus, ce qui peut se produire, ce seraient des aides exceptionnelles de l'État, mais qui risquent d'être l'objet d'une généralisation par la vindicte populaire, ou alors un moratoire s'installe pour que les charges à payer puissent être étalées sur une période plus longue que celle initialement prévue. Attendons, puisque le protocole qui a été signé hier ne laisse pas forcément augurer que soient réglés les différents problèmes, dont le problème des obligations des entreprises par rapport à la sécurité sociale ou à l'État. Enfin, en ce qui concerne la méthodologie, fallait-il barrer pendant 2 jours la Guadeloupe pour arriver à ce résultat? De notre côté, en tant qu'utilisateurs qui avons été gênés dans nos obligations professionnelles, familiales ou personnelles, il est incontestable que ça a été vécu comme une gêne. Mais de notre côté, quand on fait l'histoire des mouvements et des barrages de route, rappelez-vous qu'on en a connu dans une résidence parce que le bailleur n'était pas en mesure d'apporter des réparations à Bémao, donc la route avait été barrée. On l'a connu également à Grand-B lors de la résorption de l'habitat insalubre. On l'a connu pour le conflit de la banane. On l'a connu également pour l'eau. Et chaque fois, on constate que les élus se mobilisent très rapidement lorsqu'il y a ce genre de blocage. La preuve, c'est que mercredi matin, aux premières heures du jour, il y a eu cette mobilisation et ces blocages.
dès l'après-midi, aussi bien les collectivités majeures que l'État ou les établissements publics de coopération intercommunale et les parlementaires étaient présents. Il s'en est suivi le lendemain, donc hier, une continuité de négociations qui a duré un peu plus de 12 heures pour aboutir à ce protocole de suspension du conflit, en tout cas de levée des barrages, alors même que l'essentiel, je le rappelle, que va-t-on faire des charges sociales et fiscales, le problème n'a pas du tout été abordé. Donc, le rapport de force est devenu une stratégie d'intervention locale. Compte tenu des difficultés, en tout cas de confiance, qui ont eu lieu entre les élus et un certain nombre de corps intermédiaires de la société civile. Pour rappel, je vous signale qu'hier, à un moment donné, Jean-Yves Ramassamy, outré par rapport au fait que sur les réseaux sociaux circulait déjà la réponse du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a quitté la salle. Qui c'est qui lui a fait entendre raison et qui l'a ramené à la table de négociation? Ce ne sont pas nos élus. C'est le préfet qui était vers lui et qui lui a par conséquent demandé de reprendre la négociation. Je vous laisse quand même méditer cet incident qui peut paraître anodin, mais qui montre combien en décentralisation et dans la situation spécifique de la Guadeloupe, l'État garde ce pouvoir incroyable de régulateur social, et ce n'est pas la première fois que l'État intervient dans un conflit, alors même qu'il s'agit de compétences éminemment décentralisées. Nous avons donc terminé sur ce premier sujet, et je vous propose de passer à celui relatif à la problématique, en tout cas à l'approche médiatique nationale des travaux du laboratoire Phytobocase, dont on sait que le docteur Henri Joseph, avec ses collaborateurs, est un des principaux animateurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la presse locale, en tout cas nationale, pardon, a été très dubitative, en utilisant des propos laissant croire qu'il s'agissait d'un supposé remède possible par l'herbe à pic. En fait, et même la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a eu des propos extrêmement prudents, estimant que pour l'instant, ce n'était pas quelque chose dont on pouvait assurer la validité. On sait quelle est la condescendance des médias nationaux, voire de certains responsables nationaux par rapport à ce qui peut se passer en Outre-mer, surtout en matière d'excellence et de qualité. Maintenant, il faut bien situer ce qu'a dit le docteur Henri Joseph. Il a simplement rappelé, et je répète, ce n'est qu'une hypothèse, que l'herbe à pic pourrait être porteuse d'une molécule qui serait de nature à stimuler les défenses immunitaires de l'organisme, ce qui nécessite que l'on puisse pousser une étude pour voir quelle est effectivement l'ampleur de cette stimulation des défenses immunitaires et en quoi ces défenses sont à même de pouvoir permettre de lutter contre les effets de la COVID-19. Donc, il n'a fait qu'émettre une hypothèse, et les médias ont récupéré ces propos en estimant qu'il avait dit avoir découvert une solution miracle par rapport à la COVID-19, mais on sait que c'était fait sur le ton de l'humour et de la raillerie et que par conséquent, ça n'a trompé personne. En fait, comment progresser par rapport à ce dossier? Lorsqu'une molécule a été identifiée, donc ça a été le cas, l'hypothèse du docteur Henri Joseph, il faut mettre en place une méthodologie. Cette méthodologie passe par l'isolement de cette molécule en laboratoire pour ensuite permettre ce qu'on appelle des essais précliniques sur les animaux, voir si le mécanisme dont on a émis l'hypothèse est vraiment effectif. Une fois que les essais précliniques se sont avérés positifs, on peut envisager ce qu'on appelle une phase d'essai clinique. Ça veut donc dire que des humains, à titre expérimental, pourront être testés de manière à évaluer ce qu'on appelle les effets secondaires. Et ce n'est qu'après
que ces tests cliniques soient concluants, que l'Agence européenne du médicament donne un avis favorable pour que ce médicament soit effectivement mis en vente sur le marché. Donc, le docteur Henri Joseph a simplement insisté sur la première phase hypothétique. Il appartient maintenant à nos chercheurs, parce que nous avons une université des Antilles, avec des chercheurs dans les laboratoires de biologie. Nous avons le laboratoire Phytobocase. Nous avons au centre hospitalier universitaire des épidémiologistes, des professeurs des universités. L'urgence, c'est de mener à bien un certain nombre de réflexions, de telle sorte que des articles soient publiés dans les revues scientifiques et que ces articles puissent être validés par des comités de lecture scientifiques, même s'il s'agit de prémices, et que la crédibilité du laboratoire Phytobocase puisse enfin être reconnue sur la base de publications qui ont été scientifiquement approuvées. Nous avons donc terminé sur les aspects relatifs à Phytobocase. Nous allons passer au dernier sujet qui nous concerne, l'islamo-gauchisme. C'est un terme utilisé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, qui a entraîné d'ailleurs le tollé de la communauté universitaire, puisqu'une plateforme portant une pétition a déjà récolté environ 750 signatures des membres de la communauté universitaire. Donc, pourquoi ce sont ces chercheurs qui ont été particulièrement visés? En fait, la ministre a fait cette observation, en tout cas a utilisé ce concept, à la suite de certains travaux menés par des chercheurs qui cherchent à expliquer l'émergence de l'islam fondamental, du radicalisme islamiste. Et ces travaux tendent à montrer que le fondamentalisme islamiste n'est pas simplement le fait d'une adhésion théologique, c'est aussi parce qu'un certain nombre de règles de la République n'ont pas été suffisamment à même d'accueillir ceux-là même qui se sentaient discriminés dans les banlieues, ce qui a entraîné que ceux-ci ont préféré aller vers un autre système de valeurs qui souvent s'oppose au système de valeurs de la République. Donc ces chercheurs, quelque part, mettent en cause la responsabilité de l'État, pas de l'actuel gouvernement, mais la responsabilité de l'État républicain par rapport à ces banlieues. D'autre part, un certain nombre d'universitaires sont accusés d'être trop tolérants vis-à-vis des obédiences religieuses et à l'université, par exemple, de tolérer des tenues qui ne sont pas forcément admises par le règlement intérieur dans les différents ouvrages mis à disposition des étudiants, de ne pas mettre en place, en tout cas d'écarter ces ouvrages qui seraient défavorables à une obédience religieuse. En fait, ils sont accusés d'une certaine complaisance vis-à-vis de certaines obédiences religieuses, au point qu'à un moment donné, d'après certaines analyses, il y aurait un manque d'objectivité puisqu'on passerait de la dynamique de recherche au militantisme personnel. Voilà pourquoi on parle d'islamo-gauchisme, parce que ça vise en particulier les recherches sur l'islam, avec des thèses qui sont très proches de celles de la gauche, qui remettent en cause, en tout cas, la participation, l'implication insuffisante de l'État dans les banlieues, et qui plus est très tolérant, en tout cas ces approches des enseignants sont très tolérants vis-à-vis des étudiants pour éviter de blesser les susceptibilités. Donc, on est dans une situation particulière parce que ces propos ne sont pas anodins à un peu moins de 18 mois de la campagne électorale. Quand on sait que la cible actuelle du gouvernement et sa stratégie est double, d'un côté, essayer de récupérer des voix du côté des écologistes. Le gouvernement n'a jamais été aussi écologiste.
mais surtout de récupérer des voix du côté du Rassemblement national, dont les deux thèmes principaux sont d'une part l'immigration, d'autre part la lutte contre l'islam radical, et l'islam qui est particulièrement visé. À partir de ce moment, il est sans conteste que l'enjeu électoral est de toute façon bien visible pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de ratisser le plus large que possible pour pouvoir entrer dans des terrains de prédilection des partis opposants pour essayer de pouvoir à un moment donné se positionner et attirer un certain nombre d'électeurs. C'est un pari qui est risqué parce que la crise de la COVID-19 amène des paramètres beaucoup plus sanitaires et beaucoup plus économiques. Il n'empêche que ça donne déjà une idée, en tout cas les prémices de ce que seront les thématiques de la future campagne électorale, et il est donc certain que la problématique de l'islam, qui a commencé d'ailleurs à être analysée dans le cadre de la loi sur le séparatisme, que nous avons regardé de plus près la semaine dernière, que le parcours de cette loi sera fortement imprégné par rapport au débat idéologique sur la grande problématique de l'islam et de l'immigration. Voilà, notre session d'analyse est terminée. Faites en sorte que la nuit soit sereine et qu'elle vous éclaire et qu'elle vous soit par conséquent douce. Bonne soirée.